Professeur Raphaël Portella, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. je suis très tolérant sur la prononciation de mon nom. Merci infiniment, merci infiniment. Professeur, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Bourgogne. On vous invite aujourd'hui, avec grand honneur, avec un immense plaisir, pour parler de l'état du droit international face à l'État d'Israël. Depuis sa création, l'État d'Israël a traité le droit international et les institutions aussi juridiques, politiques, euh, de droit international avec mépris, avec indifférence. J'aimerais savoir quel est votre point de vue, surtout depuis le déclenchement de cette guerre contre la population palestinienne à Gaza depuis le 7 octobre. On parle bien de génocide, des crimes de guerre, de violation des droits de l'homme, de mépris des recommandations de la Cour de justice internationale, de l'impunité d'Israël, de la protection politique dont elle profite Israël de la part de l'Occident, des États-Unis, etc. En tant que juriste, mon professeur, en tant que technicien de droit international, comment vous expliquez ce mépris, l'impunité? Alors, un petit point de précision, je ne suis pas uniquement juriste, je suis surtout politiste, donc j'étudie le droit dans son contexte politique, ce qui permet d'avoir un petit peu de distance avec la règle. En effet, la règle de droit, qu'elle soit en interne ou à l'international. De cette position, je pense qu'il faut faire deux petites différences avant le 7 octobre et après le 7 octobre, même si en fait elles vont converger dans une attitude qui est une attitude de distance à l'égard du droit international que l'État d'Israël a depuis le début. Depuis le début de sa naissance en 1948. Je le dis très, très, très clairement, je pense que quand on est juriste israélien, quand on est dans la partie israélienne du conflit, on considère que le droit international est un droit qui est méprisant à l'égard d'Israël, notamment quand il vient de l'Assemblée générale des Nations unies. Par contre, j'entends et j'observe beaucoup moins de récriminations quand il s'agit d'un droit de veto américain sur une résolution du Conseil de sécurité, cette fois-ci des Nations unies, Conseil de sécurité qui, comme vous le savez, peut être mis en échec, enfin les résolutions peuvent être mises en échec avec un droit de veto d'un des 5 membres permanents. Là, j'entends pas beaucoup les juristes israéliens, ni d'ailleurs les juristes occidentaux, dire que bah oui, c'est encore une difficulté X ou Y. Du côté de l'Assemblée générale, en revanche, oui, là, la critique est très, très virulente. Et d'ailleurs, vous l'avez vu encore tout récemment, hein, l'ambassadeur israélien aux Nations unies s'est permis, devant tout le monde, de déchirer la charte des Nations unies en signe de protestation à l'égard des différentes décisions qui ont pu être prises, et notamment, tout récemment, cette Assemblée générale a demandé à une très très large majorité que le statut de la Palestine soit élevé au rang d'État membre des Nations unies à part entière. Décision qui appartiendra in fine au Conseil de sécurité, bien sûr, mais c'est quand même un signe avant-coureur qui témoigne d'une sorte d'isolement d'Israël par rapport aux règles du droit international. Et ce, je le disais, depuis le début et bien avant le 7 octobre, puisque je voudrais faire remarquer ici que après avoir été déclaré indépendant en 1948, le 14 mai 1948, les Nations Unies n'ont pas accepté tout de suite la première demande de l'État d'Israël d'entrer aux Nations Unies au motif que le droit international n'était pas respecté et que cet État était en guerre avec les États arabes qui lui avaient, depuis le 15 mai 1948, fait la guerre, déclaré la guerre. Et après une conférence qui se tient à Lausanne en 1949, un an après, quasiment, hein, le 14 mai 1949, les Nations Unies acceptent de faire entrer l'État d'Israël dans les Nations Unies en tant qu'État membre, qui est tout à fait logique et tout à fait normal. Et donc, à partir de ce moment-là, l'État d'Israël, et je crois que c'est la déclaration du représentant de l'État d'Israël aux Nations Unies à ce moment-là, déclare respecter toutes les
règles du droit international, alors qui à l'époque étaient encore relativement peu nombreuses, puisque les Nations Unies venaient juste de commencer à exister, 1945, mais il y en avait, et il y en avait une en particulier à l'égard des Palestiniens, qui est la résolution 194, qui est le droit au retour des Palestiniens dans leur territoire dont ils ont été expulsés depuis, en gros, la fin de l'année 1947 jusqu'à l'été 1949. Et donc, dès le début, Israël a eu quand même un peu de difficulté avec le droit international. Et là, force est de constater que l'institution ONU, Organisation des Nations Unies, Conseil de sécurité en particulier, n'a jamais obligé, sous une quelconque manière, l'État d'Israël à respecter ce droit international. Alors, on connaît les raisons politiques, cette fois-ci, de cette manière de faire, si j'ose dire, mais sur le plan du droit, ça pose quand même un certain nombre de questions, un certain nombre d'interrogations, et ça s'est relativement poursuivi tout au long de l'existence de ce conflit, jusqu'à, bien évidemment, au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, il y a d'autres éléments du droit international, en particulier la Cour internationale de justice, qui a rendu une ordonnance à la fin du mois de janvier, là, cette fois-ci dans le cadre du conflit qui est en cours. Et cette ordonnance demandait à ce qu'il y ait un cessez-le-feu qui n'a toujours pas été appliqué par les obligations que cette ordonnance faisait valoir sur l'État d'Israël, sur le Hamas et aussi sur les États partis d'une manière ou d'une autre à ce conflit, les États tiers, qui devraient normalement prendre les mesures pour que, à la fois, la pente génocidaire que la Cour internationale de justice a soulignée n'advienne pas complètement, et que, deuxièmement, pour faire un cessez-le-feu, il faut arrêter les armes, il faut arrêter que les morts s'accumulent, et donc pour ça, peut-être arrêter de vendre des armes à l'État d'Israël. Donc voilà, mon sentiment est qu'en effet, si on est israélien, si on est juriste israélien, le droit international, peut servir de guide. C'est un élément de régulation du droit international, tant qu'il ne vient pas compromettre les intérêts personnels, vitaux de l'État d'Israël, tout comme d'ailleurs d'autres États, les États-Unis ou même la France, peuvent de temps en temps interpréter le droit international en leur faveur. Et depuis le 7 octobre, c'est redoublé, bien sûr, avec ce qui apparaît être une sorte de complicité de la part d'un certain nombre d'États, puisque malheureusement, ils ne mettent en œuvre aucune des procédures permettant de parvenir à ce cessez-le-feu. Et moi, je ne suis pas un diplomate, mais je constate juste que pour obtenir le cessez-le-feu, il faut peut-être arrêter que les armes tuent. Et on peut arrêter les armes en cessant de vendre des armes à la belligérance, là en l'occurrence à l'État d'Israël. Professeur, comment vous expliquez, je m'excuse, il y a l'écho, comment vous expliquez que malgré les recommandations de la Cour de justice internationale adressées à Israël d'éviter toute tendance, tout fait qui peut accomplir, qui peut constituer, qui peut aggraver la tendance génocidaire, Israël a multiplié ces crimes contre la population palestinienne d'une façon terrifiante, d'une façon inhumaine, etc. On a vu même les cadavres, ils ont été fouillés, transportés, on parle de trafic d'organes, même les hôpitaux, il a intensifié les attaques contre les hôpitaux, contre les staffs humanitaires, des organisations humanitaires. Comment vous expliquez cette tendance ? Un peu par les mêmes éléments que j'indiquais précédemment. D'abord, je tiens à remarquer que dans votre question, il y a le mot population palestinienne, ce qui veut dire que votre question porte non pas simplement sur Gaza, mais aussi sur la population qui habite en Cisjordanie. Et vous avez raison de faire cette globalité, si j'ose dire. Bien sûr, à Gaza, on voit, c'est quotidien, c'est sous le feu de l'actualité, si j'ose dire ça sous cette forme, que Gaza a été réduit en cendres et que les infrastructures sont quasi inexistantes et que la population s'est réfugiée à Rafah et est en cours effectivement d'évacuation forcée. Je crois que c'est 600 000 Palestiniens qui, pour la 7e ou 8e fois, ont été amenés à se déplacer dans une enceinte qui est vraiment très très petite. La bande de Gaza, c'est minuscule. Donc là, on est vraiment dans des déplacements forcés de population.
Et que par ailleurs, beaucoup moins médiatisé, une sorte de nettoyage ethnique. Le mot ne m'appartient pas, je le reprends des différents journaux que je peux lire, en langue anglaise en particulier, qui indiquent qu'en Cisjordanie, une sorte de nettoyage ethnique à bas bruit est en train de se poursuivre. Je dis bien se poursuivre parce qu'il a toujours été en capacité d'agir avec des hauts et des bas, si j'ose dire ça aussi sous cette forme, mais que bien évidemment, il y a beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de personnes qui sont tuées, il y a beaucoup d'invasions militaires doublées d'exactions de colons, pour lesquelles d'ailleurs la communauté internationale a un peu réagi, à l'image de la France qui a pris des sanctions. Je crois que les États-Unis aussi en ont pris quelques-unes, mais bon, sur des personnes, pas sur les structures de l'État. Et là, on est bien en face de quelque chose qui est beaucoup plus gigantesque que simplement une guerre à un endroit bien particulier. Et que ce n'est pas le 7 octobre, quoique ces attaques du Hamas du 7 octobre aient été violentes, aient été caractérisées de massacres, et moi je n'ai pas de souci à dire que avec les preuves que l'on pourra récolter, il s'agira probablement de crimes de guerre. Moi, je n'ai pas de souci à le dire. En revanche, ça ne justifie en aucun cas le massacre à grande échelle qui est en train de se dérouler à Gaza, où on en est à plus de 35 000 morts, 80 000 blessés, et on ne sait pas combien de personnes sous les décombres. Donc là, la pente génocidaire est malheureusement assez visible, assez lisible, d'autant que de très nombreux responsables israéliens l'ont dit très clairement et l'ont signalé. Il y a eu toute une série de documentation sur ces aspects-là, qui montrent que le génocide en cours est intentionnel et pas simplement issu de la pensée de telle ou telle personne. C'est vraiment une démarche. Bien sûr, dans aucun génocide, il y aura un document écrit qui dira, voilà, ceci ou cela. Ce sont que des propos et des attitudes et des pratiques qui vont être documentés, recensés, prouvés, avérés. Et de ce point de vue-là, je crois qu'en effet, on est entré dans une dimension pour laquelle le reste de l'humanité doit avoir un regard, et pas simplement avoir un regard, mais agir. Et là, ce sont les États qui siègent au Conseil de sécurité ou qui siègent à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations unies, pardon, qui doivent prendre leurs responsabilités, et leurs responsabilités immédiatement. C'est pas dans 2-3 mois, car dans 2-3 mois, la question ne se posera peut-être plus. Et on n'aura que les larmes pour pleurer, si ce n'est déjà que c'est le cas. Et là, c'est l'immédiateté qui doit guider la compréhension de la situation. Et j'observais encore ce matin que Biden, président américain, a bien fait savoir que depuis quelques semaines, il a suspendu l'envoi de bombes. Alors, il y a plein de techniques dans les bombes, je n'entre pas dans le détail, mais plein de bombes en Israël, de manière à ce que les armes américaines, les bombes américaines ne tuent pas des civils, mais dans le même temps, on vient de signer un décret pour envoyer des armes, pas des bombes cette fois-ci, des armes, le matériel qui permet de faire tomber les bombes. Donc, on se dit que c'est un double langage absolument incompréhensible, ou alors, en tous les cas, compréhensible dans le contexte politico-américain que l'on peut connaître, et qui témoigne là d'une complicité avérée, et qu'en droit international, la complicité vaut autant que l'exaction. Mon professeur, ce comportement de l'État d'Israël constitue aussi un problème de légitimité du droit international public. Parce qu'il réveille ce double standard aussi. On criminalise, par exemple, Poutine rapidement, d'une façon unanime, et on ferme les yeux devant les crimes israéliens qui sont... Je refuse tout crime, hein, soit en Bangladesh, en Ukraine, etc. Mais les crimes israéliens, jamais vus hein, pendant ces 50 ans, hein, jamais vus. Hein. On tue des enfants dans les couveuses, on tue des malades, on tue des femmes enceintes, on viole les femmes, on kidnappe et on tue les civils, etc. Aussi, aujourd'hui, il y a un problème de légitimité des Nations Unies. Lorsqu'on voit que le secrétaire général des Nations Unies a été refoulé, et ils ont refusé de lui donner l'accès même, l'accès malgré sa notoriété internationale.
Mais ça sert à quoi les Nations Unies? Ça sert à quoi le droit international? Ou ce droit, il est applicable pour des gens et tout, des contextes, il n'est pas applicable lorsqu'on tue les Palestiniens, les chrétiens palestiniens, les Arabes palestiniens, les musulmans palestiniens. J'étendrai même le propos à une réflexion plus générale, peut-être un peu philosophique sur le droit international, parce que s'il y a l'exemple de Gaza et de la Cisjordanie en général, là, sur le cas précis, on n'a pas beaucoup d'informations, par exemple, sur ce qui se passe au Soudan, au Darfour, qui sont probablement les deux endroits où, dans le monde, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, le mot génocide est fréquemment utilisé. Et les Congo, décisions prises par au Congo aussi, au Congo, les crimes de oui, les Yémen crimes au aussi, Congo, je les suis entièrement crimes d'accord. On commis peut par Mohamed Ben démultiplier, Salman et Mohamed Ben Zayed aussi au Yémen, oui. on peut démultiplier tous les exemples. C'est bien pour ça que je veux faire une réponse un petit peu globale. Et il y a un mot, à mon avis, qui résume tout ça, c'est le double standard, le deux poids, deux mesures. Pour certains conflits, plus ou moins proches de l'Europe ou qui impactent peut-être les grands pays occidentaux, la règle internationale ne s'applique pas avec la même efficacité que pour d'autres conflits, que pour d'autres belligérances. On a des exemples, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Vous preniez exemple Ukraine-Russie et Gaza-Israël. Voilà, c'est un vrai double standard que tout le monde connaît maintenant. Pendant très longtemps, les non-experts ne pouvaient pas vraiment faire le point là-dessus. Aujourd'hui, je crois que même celui qui ne veut pas trop s'informer sur la question a, voilà, les médias en parlent tout le temps, écrivent, disent, il y a des milliers de vidéos. Je crois que là-dessus, on ne peut plus dire je ne savais pas. C'est plus tout à fait une position honnête, intellectuellement honnête. On peut dire je sais, mais alors je ne veux rien faire. Et je crois qu'en effet, c'est un petit peu ça le double standard. Dans certaines situations, on va faire, la preuve en est, des mesures peuvent être prises, gel d'avoir, confiscation d'avoir, mandat international, mandat arrêt international. Et puis de l'autre côté, des propos. On peut condamner, on peut déplorer, on peut exhorter à, on peut faire attention à, mais pas d'acte. Et c'est toute la difficulté du droit international qui est ici résumée. Le droit international peut dire énormément de belles choses. Je relisais la résolution 2334 du 16 décembre 2024, de 2016, pardon, excusez-moi, 2016, qui est la dernière grande résolution du Conseil de sécurité avant ce qui s'est passé le 7 octobre, et qui disait exactement ce que vous venez de dire. En gros, Israël méconnaît le droit international dans son ampleur, et ça depuis très longtemps. Comment se fait-il que ce droit international ne soit pas respecté dans ce cadre-là? Et exhortait justement les États à prendre les dispositions nécessaires pour que le Conseil de sécurité puisse enfin dire stop à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire la colonisation, l'occupation, et puis certains parlent même d'un système d'apartheid. Ben, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que le Conseil de sécurité est, depuis 1945, organisé de telle manière que 5 membres permanents disposent du droit de veto. Alors, le mot droit de veto n'existe pas dans la charte, mais c'est l'habitude qui a été prise de l'utiliser en s'opposant à une décision. Et si un de ces 5 grands s'oppose à une décision, la décision n'est pas prise, la résolution n'est pas prise. Donc, elle ne présente aucun caractère contraignant. Et ça les renvoie à un paquet de droits qui, effectivement, peut disposer d'un certain nombre de règles, de règlements, de légalité, mais ça n'a pas d'effectivité, par contre. Parce que les Nations Unies ne disposent pas de forces armées d'interposition. Il y a des casques bleus, mais les casques bleus, c'est une force d'interposition dite plutôt policière que armée. Elle n'a pas à entrer en conflit. Elle pourrait venir peut-être séparer des belligérants et assouplir un petit peu les tensions, mais en aucun cas le droit international ne peut être appliqué par le recours à la force. Ce qui fait que beaucoup disent que c'est souvent du soft law, du droit mou, parce qu'il n'y a pas la sanction, même si elle est prononcée, elle n'est pas suivie des faits. Ou plus exactement, elle est suivie des faits quand les États sont consentants et acceptent que ces effets s'appliquent. Et dans le cas de certains pays, les 5 grands plus quelques-uns qui sont très très proches des 5 grands, dont Israël,
et c'est vrai aussi pour la Russie, pour la Chine au demeurant, hein, et leurs États un peu vassaux, le droit international ne s'applique pas. Et ça, c'est la grande difficulté qui est connue par tous les juristes internationaux, par tous les politistes spécialistes des relations internationales. Le droit international manque cruellement, non pas de force légale, elle existe dans les textes, mais de force contraignante sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que ce droit soit appliqué. Je ne dis pas qu'il n'est jamais appliqué, je dis que selon les cas, il n'est pas appliqué de la même manière que dans d'autres cas. C'est ce double standard que je tiens à souligner. Et effectivement, plusieurs auteurs signalent qu'avec ce qui se passe là à Gaza, mais avec ce qui se passe aussi en Ukraine et en Russie, c'est la légitimité de la construction au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de la construction internationale au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui est en jeu. À quoi servent les instances qui ont été mises en place si elles sont incapables de produire des effets contraignants pour mettre en œuvre les décisions qu'elles prennent? Parce que certains ont le pouvoir de bloquer ces décisions. Et c'est sans doute de cela dont il est question. Moi, je reste complètement fidèle à ce que j'ai toujours dit. Je crois que le droit international est très utile et très important dans le monde que l'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, incontestablement. Il a produit des effets, malgré tout, des effets plus ou moins diffus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a plusieurs effets qui sont existants néanmoins. Et on pourrait faire un peu de science-fiction en disant que s'il n'y avait pas eu le droit international, on risquerait de se trouver dans une situation encore pire que celle-ci. Et donc, je pense qu'au moins, de ce point de vue-là, il y a des règles qui ont permis d'asseoir les différents États qui pouvaient être opposés auparavant à la même table et parvenir à définir des règles de vie en collectivité. Des règles de vie, ce sont les règles du droit international. Maintenant que tout le monde ne les respecte pas ou pas suffisamment ou différencié selon les circonstances, ça c'est un autre vrai problème et j'ose espérer que ce qui se passe là en ce moment, à l'orée, au début du 21e siècle, puisse être utile pour les générations qui vont venir et forger un nouveau droit international encore plus fort, encore plus en capacité de, et peut-être rabaisser les prétentions d'un Occident qui finalement décide du sort de la planète encore, trop souvent. Et peut-être qu'à la faveur de ce que l'on appelle, moi j'aime pas le mot, mais voilà, je l'utilise, le Sud global, pour lequel je pense qu'il y a aussi énormément de choses à dire parce que ce ne sont pas tous des démocraties, loin s'en faut, ben, il y aurait peut-être à la faveur de cette émergence, réémergence d'un Sud un petit peu plus différencié, je dirais ça comme ça, capable d'être en mesure de pouvoir rectifier les règles du droit international pour qu'elles soient plus organisées sur le ton du multilatéralisme et non pas simplement de la domination des pays du Nord sur les pays du Sud. Je crois que là, on a une zone, un petit peu, une fenêtre d'opportunité. Moi, je vois toujours dans un malheur, dans un drame, une petite porte d'opportunité et d'ouverture vers l'avenir. Les peuples sont faits pour discuter entre eux, quels qu'ils soient. Moi, j'en suis intimement convaincu. D'ailleurs, la Charte des Nations Unies commence par nous, les peuples des Nations Unies. Pas nous, les États, mais nous, les peuples. Et je crois que c'est ça vers quoi il faut tendre et de manière à ce que la violence armée cesse. Alors là, on est en face d'un problème gigantesque, mais je reste persuadé que le génie humain peut y parvenir, à condition qu'on cesse avec les inégalités et avec les injustices, parce que le droit international est aussi malheureusement producteur d'injustices dans sa non-mise en œuvre et dans sa mise en œuvre, quand il est mis en œuvre, différenciée, comme on l'indiquait, avec le 2 poids 2 mesures. Mon professeur, ma dernière question concernant la liberté académique, la liberté scientifique en tant qu'enseignant universitaire, en tant qu'académicien. Aujourd'hui, la liberté académique, avec l'agissement d'Israël, avec ce lobby aussi qui protège Israël, ce lobby politique, médiatique, financier qui protège Israël. Aujourd'hui, la liberté est menacée, la liberté d'expression, de réflexion académique, de production scientifique et académique. Tant que vous évoquez, vous étudiez quelque chose qui est en lien avec Israël, automatiquement tu es étiqueté antisémite. Il y a l'instrumentalisation de l'antisémitisme, il y a des menaces personnelles. Je sais que vous étiez, vous, permettez-moi de dire, pour dénoncer, vous et votre famille, vous étiez menacés d'une façon lâche
lâche, mais vous avez choisi de maintenir votre liberté et votre objectivité. Mais lorsqu'on voit, par exemple, aujourd'hui, les agissements, les réactions officielles de l'administration, de la part des administrations universitaires vers la mobilisation estudiantine, hein, à Genève, on a interpellé les étudiants de l'université de Genève avec une façon violente, harcèlement, des menaces avec des plaintes. On apprend aujourd'hui que l'association, par exemple, Suisse-Israël, a demandé à ses adhérents d'espionner les universités, les églises, les offices fédéraux, etc. Aujourd'hui, nous sommes où? Comment vous expliquez ces dérives graves? Alors, je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Je peux faire une petite distinction entre la situation que moi je connais à l'Université de Bourgogne, dont je me félicite de pouvoir être en capacité de prendre la parole à peu près comme je veux et quand je veux, sans craindre de difficultés, même si antérieurement, vous faites allusion, j'aime pas trop en parler, mais effectivement, j'ai reçu des courriers peu à même de certaines officines de lobby juif ou israélien, ça dépendait un peu comment on voyait la chose, qui n'ont pas été très agréables à lire. Je dis lobby sioniste parce que le judaïsme, c'est une Oui, oui, religion. vous avez raison, vous avez raison. On a des camarades juifs qui sont pro-palestiniens, pro-l'humanité et pro la solution de deux. Entièrement d'accord avec vous et vous avez entièrement raison de rectifier. C'est tout à fait de cela dont il est question. C'est d'ailleurs là que le bas blesse. Critiquer la politique d'un État, quel qu'il soit, moi je pense que ça relève même du devoir de tout scientifique de pouvoir être en capacité d'analyser de manière critique telle ou telle politique publique, telle ou telle pratique. Quand il s'agit de critiquer la politique et la pratique israélienne, on est tout de suite taxé d'antisémite parce que c'est devenu une facilité qui permet de couper court à toute discussion. Et ça, oui, je crois qu'on instrumentalise assez aisément. Il y a eu beaucoup de petits bouquins là-dessus. Je pense à Dominique Vidal qui a écrit un livre, Antisémitisme n'est pas égal à antisionisme, bien au contraire, c'est très, très différent. Je crois qu'il y a des choses là-dessus tout à fait pertinentes, donc je ne vais pas trop entrer dans ce débat-là. Mais pour revenir à la liberté académique, oui, il est vrai que depuis que le 7 octobre a été engagé, on se retrouve dans une situation particulièrement difficile, au point que la sphère académique française qui travaille sur le Moyen-Orient, sur le Proche-Orient, sur Israël-Palestine, a été obligée de s'organiser de manière très importante, notamment d'organiser une coalition, la coalition universitaire contre la colonisation en Palestine, la CUCCP, qui a pris un certain nombre d'actions, a publié plusieurs tribunes, et je crois que c'est fort de 1800 collègues qui ont signé ce texte pour dire « laissez-nous faire notre travail, laissez-nous apporter les preuves de ce que l'on avance, ne nous taxez pas par avance de ceci ou de cela, pro-israélien, pro-palestinien selon les cas, ou ceci ou cela. Laissez-nous faire notre travail, nous le faisons depuis très très longtemps. Et j'observe, moi, je suis sur un certain nombre de listes de diffusion, que depuis quelque temps, il y a beaucoup de colloques qui se tiennent ou de séminaires qui se tiennent sur cette question-là. Et je pense que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vois dans tous les drames quand même des fenêtres d'opportunité pour que la conscience collective se réveille, celle des étudiants dans les différentes instances que vous indiquiez. Hier, l'école des hautes études en sciences sociales a fait l'objet d'un assaut policier à nouveau pour déloger quelques étudiants qui y étaient. Et c'est la Suisse, et je crois qu'il y a un article du Monde qui a fait la recension de tous les pays où il y avait des mouvements estudiantins. Ils sont fort nombreux, mais on n'en parle jamais sous la forme de qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ces mouvements-là disent? Les enseignants dans les endroits X ou Y sont éventuellement en soutien des étudiants. Ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui dit que le réveil de la conscience est là, que la liberté académique ne doit pas être reniée pour ces questions, bien au contraire. Et là, j'y vois quand même un petit élément assez positif, même si je sais que
on est un peu au milieu du gué, c'est pas encore complètement terminé, mais qu'il faut absolument que cette liberté académique puisse être maintenue, parce que si on nous l'a réduit pour cette raison-là, alors demain on pourra la réduire pour une autre raison, et le surlendemain pour une troisième raison, et puis dans 4 jours, il n'y aura plus du tout de liberté académique. Je fais ici allusion à un pasteur qui s'appelle le pasteur Naïm Moller, qui pendant la Seconde Guerre mondiale disait ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas sociodémocrate. Ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me soutenir. Et je crois que malheureusement, à force de petites pertes de liberté académique, à force de petite érosion de ces libertés, eh bien, il peut arriver un moment où on se retrouve sans aucune liberté. C'est pas du tout ce vers quoi j'espère que nous allons, mais pour cela, il faut dès maintenant que les digues soient renforcées et que nous soyons conscients que le combat là aujourd'hui sur cette question, c'est un combat sur d'autres questions, sur les retraites par exemple, il y a quelques années en arrière, sur nos conditions de travail, sur les sujets sur lesquels on peut être amené à travailler, sur la possibilité de pouvoir ouvrir des champs d'investigation et de réflexion qui permettent tout simplement l'émancipation, parce que je crois, moi, fortement que les sciences sociales en particulier, mais j'y associe en général toutes les sciences, sont des sciences d'émancipation, parce que le savoir est bien sûr un pouvoir, mais le savoir travailler, le savoir critique, le savoir qui part de la contradiction, du débat entre pairs sans aucune violence possible, doit être encore très très fort. Et là, il est vrai que dans le contexte israélo-palestinien, c'est un petit peu moins vrai, car on nous renvoie tout de suite des ignominies, des actes que l'on ne commet pas, où on nous étiquette ceci, nous étiquette cela, islamo-gauchiste par exemple. Bon, ben voilà, c'est tout de suite le vocable vers lequel on va tendre. Je trouve ça juste insupportable. Je le dis très clairement. Et je loue les étudiants qui ont pris leurs responsabilités, je loue les enseignants, le corps enseignant qui a décidé de se porter en soutien des étudiants, je loue toutes celles et ceux qui, citoyens, sont conscients de tout cela. Et je crois que c'est aussi comme ça que l'on va vers la démocratie la plus ouverte possible, en permettant au peuple de pouvoir confronter leur histoire, leur propre histoire, leur dérive, parce que toutes les histoires nationales ne sont pas de lumière, mais elles peuvent être sombres. La France sait de quoi il s'agit. Et c'est ainsi aussi que les peuples pourront se rencontrer sur les zones de lumière. Et j'espère, moi, dans le cas Israël-palestinien, que le mot réconciliation n'est pas un mot qui est définitivement banni du narratif de cette zone. Je sais que c'est difficile aujourd'hui de le prononcer. J'y tiens beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique du Sud avant de travailler sur ce conflit, donc je vois quelle est l'importance du mot réconciliation. Je pèse ici tous mes mots, mais j'espère bien que la réconciliation sera possible et j'espère bien que les deux peuples réconciliés pourront enfin ensemble se projeter dans l'avenir. Je ne dis pas vers quel avenir, j'en sais rien, c'est à eux de décider, mais j'espère que ça sera ça et j'espère que comme on est quand même très très bas dans l'optimisme, eh bien on puisse rebondir et que nous, citoyens extérieurs à ce conflit-là, on puisse continuer à apporter un soutien pour que les deux peuples puissent, à terme et le plus rapidement possible de mon point de vue, pouvoir engager à nouveau la discussion et se réconcilier sur une base de justice, sur une base de durabilité et sur une base de dignité partagée, parce que c'est ça le seul avenir de l'humanité de mon point de vue. Et vous voyez, j'échappe à mes casquettes de juriste et d'académicien, mais parce que j'ai envie de raisonner aussi en tant que citoyen du monde. Mille merci, professeur Raphaël Portella. Mille merci. J'ai que de respect et de considération pour vous, pour votre engagement aussi, pour votre engagement, parce que parfois c'est difficile de choisir le camp des scientifiques engagés. C'est pas des scientifiques bureaucrates, des scientifiques, je m'excuse, mercenaires ou des fonctionnaires. Merci beaucoup, mon professeur. J'aimerais bien mentionner que nous aurons l'immense plaisir, le grand honneur de vous recevoir en présentiel à Genève, à l'Université de Genève, le 10 décembre, à l'occasion de la célébration de la Déclaration internationale des droits de l'homme. Merci beaucoup, mon professeur, et à la prochaine rencontre. Au revoir. Merci à vous, à très très bientôt. Merci.